Malheureusement, je dors pas assez pour pouvoir me rappeler de mes rêves le matin au réveil. Je dirais au sens figuré plutôt. Je rêve de machines intelligentes. Oui, beaucoup. Celui qui m'énerve le plus, c'est quand on dit qu'on n'utilise que 10% de nos capacités cérébrales. Je ne sais pas d'où ça vient, il n'y a pas d'études à ce sujet. Au contraire, quand on enregistre l'activité du cerveau, on ne trouve pas de région cérébrale, on ne trouve pas de neurones qui sont là à attendre, à ne rien faire, en attendant d'être déverrouillés pour augmenter nos capacités cérébrales. Donc c'est vraiment un mythe. Non, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que les scientifiques ne comprennent que 10% du fonctionnement cérébral, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Quelque part, quand on est chercheur en intelligence artificielle, ça veut dire qu'on croit forcément qu'on peut décrire le fonctionnement du cerveau comme un algorithme, qu'on peut par exemple l'implémenter dans une machine, mais évidemment ça reste une croyance. À l'heure actuelle, on peut pas en être sûr. Il faudra démontrer dans les années à venir qu'on est capable de le faire effectivement, oui. Alors, au sens propre, malheureusement, je dors pas assez pour pouvoir me rappeler de mes rêves le matin au réveil. Donc, je dirais au sens figuré plutôt, je rêve de machines intelligentes. Ma femme dirait que je suis têtu. Moi, j'ai tendance à dire que je suis persévérant. D'abord, peut-être que je devrais expliquer ce que c'est qu'un réseau de neurones artificiels. Donc, c'est une technique en intelligence artificielle qui a déjà plus d'une 50aine d'années, mais qui commence vraiment à porter ses fruits et à donner des résultats très intéressants ces dernières années. Ça consiste en fait à connecter ensemble beaucoup de petites unités qu'on appelle des neurones, il peut y en avoir plusieurs millions, qui se parlent entre elles par des connexions synaptiques, et on règle l'intensité de ces connexions synaptiques pour que le réseau puisse réaliser une tâche. Donc, c'est inspiré à l'origine du fonctionnement cérébral. Donc ça ressemble à un cerveau, et moi je fais partie de ceux qui croient qu'avec cette technique on devrait pouvoir arriver à reproduire l'intelligence dans des machines. Si on peut choisir un don de super-héros, disons, ce que j'aimerais vraiment, ce dont j'ai besoin en fait, ou en tout cas envie, ça serait de pouvoir ralentir le temps. Je pense que j'aurais aimé vivre 100 ans dans le futur. Je pense qu'on vit déjà une époque assez intéressante et je suis très optimiste. Je pense que ça va faire que s'améliorer et j'aimerais vraiment voir comment les choses seront dans 100 ans. De manière générale, c'est une approche scientifique qui consiste à créer de nouvelles technologies en s'inspirant de ce qui se passe au niveau biologique, mais ça peut être par exemple en physique ou en chimie. On peut inventer de nouvelles réactions, de nouvelles molécules en s'inspirant des organismes biologiques. Plus précisément en intelligence artificielle, évidemment, ça consiste à se tourner vers le cerveau et donc l'étude des cerveaux biologiques, des neurosciences, pour guider un petit peu les modèles d'intelligence artificielle. Pour rester dans le thème, on peut dire Fondation de Isaac Asimov. Mes enfants me demandent souvent c'est quoi ta chanson préférée, et j'ai du mal à leur faire comprendre que je ne peux pas en choisir une. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ce que j'ai écouté récemment, ça dépend de l'humeur du temps, de la météo. Mais si je dois en choisir une, je pourrais dire Sabotage des Beastie Boys. Je ne sais pas si ça réconforte, mais en tout cas ça réveille. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de modèles qui sont capables de faire de la détection, de la classification d'images. Par exemple, de dire quand il y a un chat dans une image, ils peuvent le faire parfois beaucoup mieux qu'un humain qui serait entraîné à faire exactement la même tâche. Mais il est assez clair que ces machines ne comprennent pas ce que c'est qu'un chat, par exemple. En tout cas, ne le comprennent pas de la même manière qu'un humain le comprendrait. Il faut savoir que en fait, ces machines fonctionnent sur la base de corrélations statistiques entre les pixels de l'image. Donc il n'y a pas vraiment de compréhension ici. On se rend compte que c'est assez facile de tromper ces machines. Par exemple, en changeant quelques petits pixels dans l'image, on peut faire en sorte que là où n'importe quel humain dirait oui, évidemment, c'est un chat, la machine va dire que c'est une machine à laver ou une mitrailleuse. Donc elle ne comprend pas vraiment ce que c'est qu'un chat. On y travaille. Je pense que ce qui manque aux machines à l'heure actuelle pour pouvoir vraiment comprendre la signification
des concepts comme le concept de chat, c'est de pouvoir mettre ensemble différentes sources d'informations. Donc de travailler pas seulement sur la base des pixels d'une image, mais de travailler par exemple sur le fait qu'un chat, ça peut faire miaou, donc des informations auditives, que du côté tactile, un chat, on peut le caresser, il peut aussi vous griffer, des informations linguistiques également sur nos connaissances de ce que c'est qu'un chat, de ce que c'est qu'un animal de manière plus générale. Et je pense que c'est en mettant ensemble toutes ces informations qu'on peut donner un sens aux mots. Et c'est ce qui manque dans les machines. Je pense que c'est une des clés pour faire en sorte que les machines comprennent vraiment le monde qui nous entoure. J'ai de très bons souvenirs de conférences scientifiques, notamment en Floride. Entre les sessions scientifiques, on va à la plage pour faire du beach volleyball. Le soir, on fait des barbecues sur la plage ou à côté de la piscine. On discute et on se rend compte que la science, ça peut parfois être sympathique et amusant. Pas une vraie collection, mais je récupère depuis de nombreuses années mes vieilles planches de snowboard, wakeboard, etc. quand elles sont cassées ou que j'en achète une nouvelle. Elles décorent agréablement les murs de mon salon. C'est presque une collection. En fait, on le fait déjà. Dès que j'arrive dans un bouchon, mon premier réflexe, c'est de sortir mon téléphone. Ils me montrent le chemin et moi, je suis bêtement le chemin qu'ils me disent. Et ils le font beaucoup mieux que ce que je ferais moi-même. Mais c'est une vraie question sur laquelle il y a des gens qui travaillent à temps plein. C'est un métier, donc la question de l'éthique, de l'impact sociétal ou politique de l'intelligence artificielle. Et donc je préfère laisser ces gens-là travailler, ceux qui ont l'expertise. C'est pas parce que je suis chercheur en intelligence artificielle que j'ai forcément autorité pour parler sur le sujet. Mais par contre, comme n'importe qui, comme tout citoyen, je peux avoir une opinion personnelle sur le sujet. Moi, mon opinion, c'est qu'on laisse des gens, des êtres humains qu'on ne connaît pas, décider pour nous, que ce soit pour piloter un avion, un train ou pour voter une législation, etc. À partir du moment où on a des garanties statistiques sur la performance des machines, ça ne me gênerait pas plus que ça que ce soit une machine à la place d'un humain qui décide pour moi. Ça n'est que mon opinion personnelle. Plus de moyens. On nous demande d'être en compétition avec la Chine, avec les États-Unis, avec les géants du numérique. Et pour ça, il faut des idées. On a des idées, mais il faut aussi des moyens. Ça serait bien d'en avoir plus. À bon entendeur,